Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour un nouvel épisode des Causeries. Et aujourd'hui, nous accueillons Marie-Fleur Albecker pour nous parler de son livre « Et j'abattrai l'arrogance des tyrans » paru aux éditions Les Forges de Vulcain en août 2018. Il s'agit d'un ouvrage qui m'a fait l'effet d'une bombe aussi bien stylistique que politique et dans lequel je me suis énormément retrouvée. Ce roman va nous parler d'une femme, à travers une révolte d'hommes, et de la prise de conscience de la nécessité de la révolte, qu'elle soit individuelle ou collective. Et c'est un ouvrage qui est aussi travaillé qu'agréable à lire, une vraie petite bombe littéraire, et je suis ravie de pouvoir vous le présenter. Là, comme d'habitude, je te mets la 4e de couverture. En 1381, la Grande Peste et la guerre de 100 ans ont ruiné le royaume d'Angleterre. Quand le roi décide d'augmenter les impôts, les paysans se rebellent. Parmi les héros de cette première révolte occidentale, on trouve Johanna, une Jeanne d'Arc athée, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et rejoint cette aventure en se disant que, puisque l'on parle d'égalité, il serait temps de parler d'égalité entre les hommes et les femmes. Chaque phrase de ce texte est travaillée avec une minutie de dentelière. Le texte est caustique, il est cru, il est drôle, il est énervé, il est nerveux. C'est un style absolument délicieux. L'ouvrage ne fait que 194 pages et pourtant il est d'une très très grande richesse. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous faire entendre les mots de son autrice. C'est l'histoire de Johanna Ferrour, c'est l'histoire de Richard Plantagenet le deuxième, c'est l'histoire d'un paysan, c'est l'histoire de John Bale et de Wade Tyler, c'est l'histoire du mois de juin 1381, c'est l'histoire des Jacques, des Tuchins, des Rémansas, des Hussites, des Rusteaux, c'est l'histoire des soulèvements des gens ordinaires, c'est une histoire de terre, d'injustice, de liberté, de foi et d'horizon perdu. Bonjour. Bonjour. Marie-Fleur Albecker. Marie-Fleur Albecker, c'est Marie-Fleur Albecker. Merci de nous avoir rejoints à la médiathèque de la Canopée de La Fontaine. Et c'est un plaisir de vous avoir pour les causeries parce que vraiment votre ouvrage, je l'ai adoré. Et on va donc passer les prochaines minutes à en parler un petit peu. Merci, mais le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et on va d'abord s'intéresser à Johanna Ferrour parce que c'est la personne qui apparaît sur la 4e de couverture. En fait, comment je l'ai rencontrée, c'est que là, c'est vraiment très trivial. Je préparais un cours pour mes élèves de seconde en section européenne, donc, puisque j'enseigne l'histoire-géographie en anglais. D'accord. Et le but, c'est du coup de donner un éclairage anglo-saxon au thème de l'histoire qu'on fait en cours de français, en histoire français. Et donc, je prépare un cours sur le Moyen-Âge en Angleterre. Et du coup, je suis tombée sur cette histoire de révolte des paysans. Et je connaissais pas du tout, donc je me suis mise à lire sur internet des articles Wikipédia, etc. Et en fouillant un petit peu, je suis tombée mais c'est vraiment un article de vulgarisation de la BBC qui parlait justement des femmes dans cette révolte, parce qu'il se trouve qu'en Angleterre, c'est un événement que les gens connaissent, qui fait partie de la mémoire historique, peut-être beaucoup plus que j'allais dire que le Moyen-Âge français, non. Peut-être comme Jeanne d'Arc, par exemple, des épisodes comme ça. Et du coup, il s'intéresse beaucoup à ça. Il y a beaucoup d'historiens qui travaillaient là-dessus. Et c'était une historienne qui faisait allusion au fait qu'il y avait eu des femmes dans cette révolte, que c'était très peu documenté, parce que les sources ne s'intéressent pas en fait aux femmes. Et que donc l'autre personnage féminin dans le livre qui est beaucoup moins présent mais qui s'appelle Catherine, ça c'est un personnage dont on est sûr qu'elle a participé à la révolte. On connaît son nom. D'accord. Et on sait je crois ce que faisait son mari, mais après on sait ce que faisait son mari, bien sûr. Alors de toute façon les femmes n'avaient pas de profession en tant que telle. Cela étant dit, quand on est femme de paysan, en fait on est paysanne, hein, donc tout à fait, oui. C'est d'ailleurs bien écrit dans votre roman. Johanna travaille. Oui, absolument. Elle travaille toute la journée. Absolument. Il travaille. Oui, absolument. Et du coup, donc il y aurait eu. Enfin, on sait que Sudbury a été décapité. Ça, on le sait. On a encore son crâne avec la trace de la hache sur le dessus. Donc c'est quelque chose qui est vrai. Ça, c'est réel. Par contre, qui a donné le coup de hache? Alors du coup, ce serait cette Johanna Ferrour. Il y a d'autres historiens que j'ai lus qui disaient que John Ferrour, en fait, c'était un membre de la garde du roi, donc rien à voir. Oui. Donc je suis partie juste de ce nom-là et j'ai tout inventé. D'accord, donc c'est pour ça que vous vous êtes tournée vers le roman immédiatement. Alors en fait, à la base, moi j'étais en train de préparer un cours, hein, donc voilà, j'avais écrit des choses par ailleurs
qui était pas du tout de ce genre-là, qui était plutôt de l'autofiction en fait. Et en discutant avec celui qui est devenu mon éditeur, parce que à l'époque c'était pas mon éditeur, qui est très intéressé aussi par cette révolte, il m'a dit mais écoute, pourquoi tu te mets des limites? Si ce personnage-là il t'intéresse, essaye. Et du coup, effectivement, je me suis lancée là-dedans et j'ai adoré quoi. Enfin voilà, c'était puis en plus c'est un exercice que j'ai bien aimé parce que à la fois c'est se mettre des contraintes quand même, d'écrire un roman qui se passe dans une période très lointaine. En même temps, le Moyen Âge c'est une période que j'aime énormément et que je fréquente entre guillemets pas mal parce que j'aime ça. Donc c'est vrai que enfin j'ai passé des concours pour être professeur et à ce moment-là, au programme, il y avait l'Italie médiévale, donc c'est l'Italie, mais j'ai quand même déjà pas mal bûché en fait sur cette période-là. Et puis oui, et puis finalement, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était que c'est pour la trame narrative, c'était un peu plus facile pour moi. C'est-à-dire que finalement, il y a des événements, ils se sont passés dans un ordre, et du coup, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. J'ai quand même construit une trame narrative, mais je veux dire, finalement on suit l'histoire elle existe déjà, donc on introduit une petite histoire dans la grande histoire, mais on sait où on va. D'accord, oui, d'autant plus que votre roman il est découpé en 4 grandes parties, et qu'effectivement c'est souvent le déroulement d'une révolte. Oui, absolument. C'est ce que vous avez voulu montrer aussi. D'accord. Et justement, en parlant donc de construction de la révolte, ce qui frappe dès les premières pages de votre roman, c'est le style, bien évidemment, si particulier que vous avez adopté, qui est très moderne, qui est drôle et caustique, mais qui est aussi très fort parce que cru, et donc inévitablement émotif. Enfin, pour moi, il m'a fait vivre de très fortes émotions parce que justement, il était très direct, ce style. Et c'est tellement moderne, alors que ça parle du passé, que pour moi, c'était un pont pour me faire justement comprendre cette période que moi je n'ai pas étudiée, pour me parler de mon présent et de ce qui pourrait me révolter ou des révoltes qui se passent sous mes yeux. Est-ce que c'était évident pour vous ce style-là? Est-ce qu'il est venu tout de suite? Oui, parce qu'en fait, alors la première chose, c'est que donc je vous dis qu'avant de faire ce roman, j'écrivais d'autres choses. J'avais un blog aussi pendant longtemps, et donc c'est un style, comment dire, c'est mon style au sens où c'est un style c'est le style que je veux avoir. En fait, c'est le style que j'ai travaillé, et donc pour moi, d'une part, effectivement, premièrement, ce style-là, quel que soit ce que j'écris, c'est mon style. D'autre part, c'est vrai que comme j'enseigne l'histoire, j'ai l'habitude de ramener les choses aussi au quotidien de mes élèves pour qu'ils puissent avoir un rapport à ça. C'est pas toujours évident, en particulier pour le Moyen-Âge. Mais puis c'est vrai, pour finir, que je pense pas que l'histoire se répète du tout, mais je pense qu'effectivement les enjeux ils sont les mêmes. Enfin, je pense qu'un être humain il a les mêmes ressorts que ce soit au Moyen-Âge, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine. C'est quelque chose qui, je pense, qui résonne, et en particulier, effectivement, les révoltes, même si elles peuvent se passer dans des contextes extrêmement différents et pour des raisons très différentes. C'est sûr que l'industrie, ça a changé la manière dont les gens sont exploités. Par contre, les gens sont toujours exploités. Ce qui est intéressant dans cette révolte-là, c'est qu'en fait, le servage est déjà pas plus très important en Angleterre, et donc c'est une de leurs revendications, c'est plutôt d'être, comment dire, c'est plutôt d'aller jusqu'au bout de la liberté. C'est-à-dire que ils veulent non seulement être libres de statut, mais ils veulent être libres dans la manière dont ils s'organisent, dont ils produisent, et pas seulement sur le papier, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi des serfs dans cette révolte, mais de manière assez intéressante, comme pas mal de révoltes souvent, c'est pas les plus pauvres et les plus opprimés qui se révoltent, c'est ceux qui ont un peu les moyens de comprendre. Ça veut pas dire que c'est pas la majorité, parce que on a aussi cette image du paysan qui comprenait rien, qui était complètement arriéré. C'est pas du tout le cas. Oui, il me semble que non. Voilà, ça, je pense que dans l'absolu, ça veut pas dire grand-chose. Il y a un livre que j'aime énormément, qui est un peu daté en termes d'historiographie, mais qui parle du Moyen-Âge beaucoup plus ancien, au XIIIe siècle, qui s'appelle Montaillou, village occitan, de Emmanuel Leroy-Ladurie. D'accord. Et où c'est Montaillou, donc c'est un bled dans l'Ariège, quoi, et avec des cathares. D'accord, oui. Et il montre que même dans cet endroit quand même très reculé, au sens ils sont dans les montagnes, et ils vont là aussi pour échapper aux persécutions, il y a des formes, il y a des choses effectivement qui sont un petit peu de l'ordre de l'obscurantisme et tout, mais qu'en même temps
il y a des formes incroyables de spiritualité, de conscience du monde, etc. Et donc il se trouve que, en particulier dans cette campagne anglaise au XIVe siècle, les gens sont plutôt... De toute façon, la campagne anglaise, c'est un peu comme la campagne d'Île-de-France, hein. Les gens, ils habitent à côté de Paris ou à côté de Londres, donc déjà, ils voient beaucoup plus passer de monde. Et puis, on estime qu'un tiers des paysans de cette campagne savaient lire, ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. D'accord. Et vous parlez de géographie et d'urbanisme par rapport à la campagne, et c'est un point sur lequel vous revenez souvent dans votre roman de façon très drôle, à savoir que tout était très près, et finalement quand on était à pied, ça semblait bien plus loin, mais c'était tout petit en fait, Londres à l'époque. Oui, absolument. Oui, c'était 25 000 habitants, donc oui, c'est rien. C'est rien. C'est vrai que ça c'est une chose, pour le coup, quand je dis, voilà, l'histoire, finalement, c'est pas si lointain, ça, c'est une chose, la géographie, qui est en plus ma matière, donc, mais c'est une chose qui a changé radicalement, c'est-à-dire que nous, on est des urbains, et que eux, ce sont des ruraux. Donc il y a un rapport quasiment inversé, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a même plus de 90% de la population qui est rurale, alors que nous, on vit tous dans des villes. Oui. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une très grande différence. Et du coup, faut pas non plus, effectivement, quand ils vont attaquer Londres, il faut pas s'imaginer, enfin, c'était tout petit, quoi. Et d'ailleurs, c'était, qu'est-ce que j'ai dit, la taille de Charleville-Mézières. Enfin, oui, Charleville-Mézières, voilà, oui. C'est pour nous, ça paraît extrêmement petit, alors qu'à l'époque, c'est une grande métropole. Point de départ, Canterbury, Royaume-Uni. Point d'arrivée, Blackheath, Londres, Royaume-Uni. 16h58, 81,4 km via A2. Dénivelé positif, 611 mètres, dénivelé négatif, 597 mètres. Attention, cet itinéraire peut comporter des erreurs ou des parties non accessibles à pied. Alors, c'est pas compliqué, quand t'es dos à la cathédrale, tu prends la première sortie à droite au rond-point sur Rheims-Way, ensuite c'est direction la 2, il te suffit de tourner à droite à la station essence. Tu continues vers Londres, c'est toujours indiqué, tu t'emmerdes pas, c'est l'autoroute. Au bout d'une quarantaine de kilomètres, il faut bifurquer sur l'A226 vers Gravesend. C'est l'itinéraire le plus pratique quand on arrive par le sud-ouest. Et là, tu suis bien les panneaux, ça dépend comment tu veux rentrer dans Londres, faut pas se tromper de rond-point. Fais gaffe à tes horaires, aux heures de pointe c'est complètement bouché, tu feras pas 5 km en 3 heures. Dans l'architecture de votre roman, on comprend très vite que la révolte sociale que vous mettez en place est comme un terreau pour une autre révolte, un peu plus individuelle, celle d'une femme, Joanna Ferrour, qui est donc votre héroïne fictive. Et non seulement elle se soulève pour la cause de tous, la liberté dont on a parlé, la notion d'indépendance que vous avez soulignée tout à l'heure, mais elle va aussi revendiquer, peut-être de façon anachronique, une certaine égalité des sexes, auquel elle n'a évidemment pas le droit. Et à mes yeux, c'est là que votre parti pris littéraire il prend tout son sens, parce que vous avez lié passé et présent, et maintenant vous liez individualité et groupe. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez consciemment construit, cette mise en abîme de la révolte ? Oui, parce que effectivement, c'est imposé assez rapidement, parce que quand on parle d'une femme dans une révolte d'hommes, je pense que ce sont des révoltes qui sont tout à fait légitimes et qui sont récurrentes, etc. Mais qui, ça m'avait frappé ce fait que il y a des historiens qui disent qu'il y a eu des femmes. On ne sait pas dans quelle proportion, parce qu'il n'y a aucune source. Et elles sont très anonymes. Et du coup, alors cela dit, les paysans de la révolte sont assez anonymes dans l'ensemble. D'accord. Mais c'est vrai qu'on connaît des chefs masculins, et on connaît une ou deux femmes qui ont un peu mené, mais pas plus que ça. Donc c'est vrai que il y a eu cette idée, elle est venue parce que, vous avez raison, on n'a pas du tout cette image. On se dit que le féminisme, c'est quelque chose de récent, et finalement, on peut se demander si c'est anachronique. Alors je ne pense pas. Néanmoins, c'est-à-dire, je pense qu'une femme au Moyen-Âge, elle pouvait tout à fait poser cette question-là. Je pense par contre qu'effectivement c'était très rare et que c'était de manière assez ponctuelle. Mais on peut penser quand même à Jeanne d'Arc qui a été au final condamnée au bûcher parce qu'elle portait des pantalons. Oui, tout à fait. Donc je pense que si on peut condamner une femme au bûcher parce qu'elle porte des pantalons, c'était évidemment un prétexte, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres raisons pour la faire brûler, mais ça veut dire que les hommes avaient très peur que les femmes revendiquent des choses, et que donc ça devait arriver, que les femmes revendiquent un statut plus important, notamment en Angleterre, où les femmes peuvent accéder à la royauté. Et ça, c'est depuis je crois que c'est la première reine d'Angleterre, c'est Mathilde, ça doit être au
XIIe siècle. Là, je vous crois sur parole. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Donc, il y a quand même, c'est présent de manière sous-jacente, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que les femmes ne se disaient que très peu, aussi parce que, bon, c'est des vies où on travaille beaucoup et où, effectivement, on n'a pas trop le temps de se poser ce genre de questions. Et quelque part, la révolte, c'est un espèce d'espace aussi de respiration. C'est pour ça qu'il y a ce passage dans le livre. Je sais plus, je l'ai lu dans un ouvrage féministe, mais je sais plus du tout à quoi ça faisait référence. Si c'était pendant la guerre de 14, c'est ça. C'était pendant la guerre de 1914, donc comme quoi, encore une fois, c'est pas si loin ces questions-là. C'était une femme qui disait oui, les villes et les villages, on a dit que c'était déserté, qu'il n'y avait plus personne. Oui, c'est un passage qui m'a marqué dans votre roman. Voilà, en fait, il y avait juste les hommes qui étaient partis, il y avait encore les femmes et les enfants. Voilà, c'était pas vide. Et du coup, effectivement, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que une femme qui part faire la révolte avec d'autres hommes dont elle peut se rendre compte, elle peut se dire, mais finalement, le village, arrêtez de dire qu'il est vide parce qu'il y a les femmes et les enfants. On est là. Voilà. Et puis 2, moi en fait je suis venue avec les hommes, donc du coup elle se rend plus compte de sa singularité parce qu'elle est entourée que d'hommes. Alors voilà, Johanna a pris la hache. Elle va exercer elle-même, directement, la justice, mais aussi la violence. Elle n'est plus elle-même, elle est un symbole. Est-ce que c'est si simple que cela ? Est-ce que l'on déboulonne une société millénaire avec des marches pacifiques ? Peut-être parfois quand tous les éléments sont réunis, et puis après, on vote des lois, on signe des actes de papier qui disent que les pauvres, les serfs, les intouchables, les moches, les femmes, les vieux, sont moins que rien. Et puis ensuite fermez vos gueules, travaillez dur, vous réussirez peut-être, mais en attendant nous tenons toujours le pouvoir. Ah, comme ils doivent rire les puissants de ce monde, après avoir donné un lambeau de dignité factice à ce grand nombre qui s'arrête toujours au seuil du débordement. Mais comme le disait Mazarin, qu'ils chantent, pourvu qu'ils payent. Johanna n'a pas le temps ni l'envie de chanter. D'ailleurs, on lui ferait sûrement remarquer qu'elle l'ouvre trop fort, qu'elle a une voix trop aiguë, comme d'habitude. Johanna n'a pas d'autre choix que de se comporter en homme, et en tant qu'homme, elle affirme qu'elle ne veut pas de promesses, que les puissants ont trop à perdre, qu'elle obtiendra la justice, et que pour cela, il faut se battre. Et après elle, le déluge. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu dire à travers Johanna, de notre présent ? Parce qu'il y a beaucoup de choses... Bon, alors elle a, dans votre roman, une histoire terrible. Il lui arrive des choses vraiment pas marrantes, qui semblent presque annexes à sa révolte et à ce qui se passe dans son indignation, puisque c'est pas tellement elle qu'elle défend, elle défend les autres. Mais est-ce que, en lui faisant vivre des histoires pareilles, vous vouliez dire quelque chose de particulier pour ceux qui n'ont pas encore lu votre roman, parce que ça se passe quand même dans les premières pages, mais Johanna va être violée. Johanna n'a jamais eu d'enfant. L'amour, finalement, ne fait pas vraiment partie de son quotidien, et c'est pas quelque chose qu'elle connaît tout de suite, en tout cas. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je veux... Enfin, je sais pas si je veux le montrer dans le roman, mais moi, je suis féministe. C'est un élément qui est important parce que c'est un roman de révolte. Je pense que le féminisme c'est important partout, mais je veux dire là, c'est un roman qui raconte la prise de conscience de la nécessité, c'est ce que vous dites, elle a une révolte, il y a une révolte collective, donc elle a 2 prises de conscience en fait. Il y a la prise de conscience sociale et il y a la prise de conscience de la problématique du fait qu'elle est une femme. Et moi, je pense, ça n'est que mon opinion, mais je pense qu'on ne peut pas se battre que pour l'un des deux. Donc je pense qu'elle incarne quelque part la révolte dans sa convergence, dans toute sa dimension, oui. Voilà, la convergence des révoltes. Cela dit, je pense pas que ses camarades masculins soient d'accord en fait avec ça, évidemment. Mais et du coup, ce qui m'intéressait aussi en prenant un personnage comme ça qui avait beaucoup souffert, c'était que finalement, c'est même pas forcément ça au fond le problème, parce que bon alors hélas, je suis pas en train de dire que c'est bien le viol, pas du tout. Je crois que c'est pas ce qu'on va comprendre si on lit votre roman dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, alors par contre le viol, c'est vrai que c'est ça qui a suscité son exigence de justice.
parce qu'elle demande justice et elle n'arrive pas à l'obtenir. Donc, mais en même temps, elle n'est pas en train d'en vouloir au genre masculin, de vouloir tous les tuer, etc. C'est pas, ou de vouloir prendre sa revanche. C'est pas ça. Mais c'était finalement l'idée, je pense, c'était de montrer que le sens de la vie d'une femme n'est pas forcément dans sa vie sexuelle, dans sa vie amoureuse ou dans sa vie de mère, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Oui. Et ça vient d'une observation que je me suis faite moi, qu'on s'est faite avec des amis, de manière récurrente, qui est que dans la société actuelle, et je pense que c'était encore plus le cas dans la société précédente, on n'est pas une femme tant qu'on n'est pas mère. Oui. Et ça, c'est quand même, oui. un petit peu embêtant, parce que on peut ne pas vouloir d'enfants, on peut ne pas pouvoir avoir d'enfants. On peut ne pas avoir à se justifier. Exactement, on peut ne pas avoir à se justifier, et c'est pas grave, et on est quand même quelqu'un qui apporte du sens au monde, en fait. Oui. Voilà, donc pour moi, Johanna, c'était finalement comment elle va trouver du sens, et elle va apporter du sens par quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on attend d'une femme normalement. D'autant plus une femme au Moyen-Âge. Voilà, qui est important. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi avec Johanna, c'est que elle réfléchit pour elle et elle ne tombe pas dans l'individualisme. Elle pourrait faire plus de bruit au sein de la révolte, mais ça aurait été contre-productif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Oui, et pour moi, mais ça vous l'avez dit, hein, le fait qu'il y a ce lien entre l'individu et le groupe. Pour moi, le collectif, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très compliqué aussi. Il y a des moments où elle en peut plus d'être en groupe, parce que ça induit beaucoup de pression sociale, de être tout le temps à sourire, à répondre, etc. Donc je pense que faire collectif, c'est extrêmement difficile. Et pour moi, c'est un enjeu majeur de l'humain, de l'humanité. Ça nécessite des sacrifices, d'une certaine manière. C'est ce qu'elle fait. Oui. En n'ouvrant pas la bouche plus que ça sur ce qu'elle voudrait dire, en étant en s'interdisant d'être trop individualiste. Oui. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles finalement pour faire société, pour faire collectif. C'est ça, c'est faire la balance entre le groupe et l'individu et comment les deux interagissent. En marchant, organisés en avant-garde et compagnie par White Tyler et ses lieutenants, les haches, arcs et faux sur l'épaule, ils chantent pour marquer le pas. Lorsque l'injustice devient la loi, la révolution devient une obligation. Lutter contre l'impossible et vaincre. La liberté ou la mort. Par l'écriture, nous sommes libres et nous voulons être libres. Avis au roi, le peuple est las de souffrir. Tout le pouvoir aux soviets. They've got the power, we've got the numbers. Tyrans, tremblez. Nous nous battons pour le respect et le bonheur des hommes. Pas de liberté aux ennemis de la liberté. Dignité et droit. Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Le pain, la paix, la terre. Et en fait, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Ce sont des slogans que j'ai compilés, qui sont issus de différentes révoltes, et c'était justement pour montrer quelque part l'éternité en fait des revendications. Alors ça vient de Cuba en 59, 99%, donc Occupy Wall Street, le printemps arabe, pas mal de la Révolution française, 1848, 1860 de la Commune. Voilà, tous les slogans évidemment ne sont pas mobilisables pour toutes les révoltes, mais il y a des choses qui reviennent toujours. Essentiellement tyran, tremblé. Oui, finalement. Voilà, exactement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rebondir sur votre titre, puisque « Et j'abattrai l'arrogance des tyrans » est un titre biblique ? Absolument. C'est un verset d'Ésaïe, donc de l'Ancien Testament. Et c'est pareil, il s'est imposé très rapidement à vous, ce titre ? Oui, alors, effectivement, c'est un élément, comme on est au Moyen-Âge, les personnages sont croyants, ils sont tous croyants. La foi, c'est quelque chose de très important pour eux. Je pense que la foi, quand on parle du collectif, des révoltes, etc., c'est quelque chose, que ce soit la foi chrétienne ou une foi en autre chose, c'est quelque chose qui est fondamental, encore une fois, quand on veut penser l'homme et l'humain. Donc, quelque part, c'est une facilité dans ce roman parce que leur foi, c'est la foi chrétienne. Donc,
c'est plus facile de l'incarner que peut-être la foi qu'on pourrait avoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans des sociétés déchristianisées, ce qui est pas du tout grave, hein, mais du coup pour moi c'était assez facile enfin j'ai bien aimé mobiliser les références bibliques, parce que la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, contient énormément de motifs de révolte, puisque Jésus c'est pas un type, c'est pas un conservateur, hein, c'est quelqu'un qui vient casser l'ordre social, hein, bon, même si il y a des fois des choses un peu contradictoires, mais en tout cas le Nouveau Testament est un texte qui a été mobilisé énormément avant l'époque moderne pour soutenir des révoltes. Donc finalement, on est sur une deuxième mise en abîme, oui, avec votre titre. Oui, absolument. D'où l'importance des choix littéraires quand on écrit de la fiction. Voilà. Alors après, bon, j'ai un petit peu tordu la citation, parce que le passage d'Ésaïe, c'est Dieu qui va abattre les tyrans. Mais quelque part, des paysans qui se battent pour la justice c'est la justice de Dieu, donc ils pensent aussi qu'ils se battent pour la vraie manière dont la religion devrait être exercée. En fait, il y a deux choses aussi qui m'intéressaient de montrer dans ce livre. C'est que premièrement, en fait, le Moyen-Âge, on voit ça comme une époque très reculée. Bon, c'est une époque extrêmement longue. Hein, donc, c'est pas si loin que ça, finalement. C'est pas si loin que ça, finalement. C'est plus de 1000 ans d'histoire, donc il y a des époques très différentes. Mais c'était de montrer que, en fait, la révolte, c'est quelque chose de très fréquent. On a l'impression qu'au Moyen-Âge, c'est des paysans qui étaient accablés de travail. C'est pas faux dans l'absolu, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup de révoltes. Il y avait de la politique. Il y avait paysanne. Exactement. Il y avait beaucoup de politique. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est le lien que ça avait pour eux avec justement l'aspect religieux. Et donc là, je vous parle de la révolte des paysans de 1524 pour deux raisons. Parce qu'il y a un livre extraordinaire, donc qui est très très gros, mais qui m'a un peu inspiré pour écrire ce roman qui s'appelle... Alors, en français, ça s'appelle L'œil de Carafa. L'œil de Carafa. Malheureusement, ça n'est plus réédité. Ah. Voilà, au Seuil. Donc, mais vous pouvez le trouver en bibliothèque. Ça tombe bien. Nous sommes dans une médiathèque. On pourra les regarder tout à l'heure. Je sais pas s'ils l'ont, mais ils l'ont. Il y a 2 ou 3 bibliothèques qui l'ont à Paris. Et souvent, les bibliothèques parisiennes ont aussi des fonds numériques. Donc, ne pas hésiter à regarder là aussi. Oui. Donc, d'un auteur collectif qui s'appelle... Leur pseudonyme, c'est Luther Blissett, mais ils sont plusieurs auteurs italiens. Et qui parlent de ces courants protestants très radicaux politiquement, qui sont les anabaptistes, qui ont été extrêmement, évidemment, complètement persécutés. Et cette révolte de 1524, elle est aussi très intéressante parce que Martin Luther, il est en vie à ce moment-là, et les paysans lui demandent de venir les aider, et il va dire non, et il va se ranger du côté des princes. Et c'est terrible à dire, mais la religion protestante, elle n'a survécu que parce que il y a eu cette trahison, parce que je pense que Luther, au fond de sa conscience, il devait... En tout cas, ça a dû être vécu, dans tous les cas, comme une trahison par le reste des révoltés. Et donc, ils se sont fait massacrer. Hein. Mais c'est la seule... C'est comme ça. C'est horrible, hein, c'est la politique. Mais du coup, c'est seulement avec l'appui des puissants qu'il a réussi à maintenir, en fait, ce nouveau courant spirituel. Donc, ce qui, pour moi, est terrible, enfin, quand on y pense. Tout à l'heure, on a parlé des différents slogans des révoltes que l'histoire a connues et de toutes les voix qu'elle a portées. Et justement, la notion de la voix des femmes dans votre roman, vous en parlez un petit peu. Là, je suis à la page 117 et c'est le moment où Johanna essaye de prendre la parole et où elle se fait rabrouer par certains hommes, et notamment l'évêque. Un évêque qui précise « N'écoutez pas ce qu'elle dit, elle braille comme une poule ». L'évêque parti, White Tyler prend Jack à part et lui demande de tenir sa gonzesse. Passe encore la gaudriole en campagne, qu'elle écoute ce que disent les hommes, très bien, mais la prise de parole au nom du groupe, ça fait désordre, et elle n'a rien à faire là. Excuse-la, elle est un peu impétueuse, répond Jack. Quelle bonté, il n'a pas utilisé le mot hystérique. Notion la plus opportunément misogyne inventée pour disqualifier la parole et les actes féminins. Enfin, c'est ce que tout le monde pense autour de Johanna. La malheureuse est certainement d'autant plus affectée qu'elle n'a pas eu d'enfant. Or, comme chacun sait, l'utérus d'une femme stérile est un utérus perturbé, un utérus vagabond, un utérus en un mot, dangereux. Blême de rage, Johanna retient le torrent d'insultes qu'elle déverse en son fort intérieur. Corneau, fumier, salaud, sagouin, rosse, incapable, minable, jaloux, pauvre type,
porc, scélérat, charogne, etc., etc., bande de phallocrates. Même s'il est hélas peu probable que Johanna ait connu le vocable de phallocrate, nous supposons qu'elle a dû en formuler le sens. Car il ne s'agit pas de se mettre à dos le chef vénéré de l'insurrection, qu'il en prenne prétexte pour l'envoyer ailleurs faire la messagère ou je ne sais quoi. En outre, éclabousser d'injures quiconque, et en particulier un membre de la gente féminine, c'est s'exposer à l'accusation de possession, voire de sorcellerie, et elle a autre chose à faire que d'être exorcisée par un des chapelains qui traînent dans la bande, qui en profitent souvent, à ce qu'on dit, pour avoir la main fortement baladeuse. Merci bien qu'elle s'est déjà retrouvée à surveiller le feu sur la marmite tous les soirs, au prétexte que les femmes ont l'habitude de faire la bouffe. Cantinière ou infirmière, on n'en sort pas, et pourtant elle croit bien se souvenir avoir entendu parler de guerrières juives dans la Bible. Il faudrait qu'elle demande à un des prêtres de la troupe à l'occasion. Pas à John Bale, c'est sûr. Il n'aime pas trop les nénettes, comme il dit. « Tu boudes » lui demande Jack. « Ah, mais oui, bien sûr, parce que quand tu as appris à fermer ta gueule toute ta vie et que tu risques une accusation de sorcellerie rien que parce que tu dis tout haut ce que tu penses tout bas, c'est juste que tu es une caractérielle qui fait la gueule. Pour cette fois, au lieu de hurler « Ouais, connard, et la prochaine fois que tu demandes, je te bouffe le nez direct et il va pas rester grand-chose de toi et ta petite queue », Johanna a décidé de la jouer diplomatique, et répond d'un air concentré « Non, je médite comme Marie-Madeleine, je pense au Christ. » Alors, moi personnellement, ça m'a fait penser à un certain épisode du Sénat en France, à notre époque, où une de nos ministres s'est fait railler parce que, soi-disant, elle cactait. Et c'est une thématique à laquelle vous vous êtes intéressé, la voix des femmes. Oui, parce que effectivement, il n'y a pas que notre ministre qui s'est fait insulter comme ça, parce que je suis désolée, c'est effectivement une forme d'insulte. Oui, c'est une insulte. C'est-à-dire que le statut aigu de la voix de la femme disqualifierait ces paroles, et c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Women and Power. Women and Power ? Oui, je ne sais pas s'il est traduit en français et je ne me souviens plus du nom de l'autrice. Je le préciserai au montage de ce podcast. Voilà. Petit interlude montage, il s'agit très exactement du livre Women and Power de Mary Beard qui vient tout juste d'être traduit aux éditions Perrin, Les femmes et le pouvoir, un manifeste, traduit par Simon Durand. Et où effectivement il y a tout un chapitre, c'est un court livre qui est très intéressant. Il y a tout un chapitre sur ça, sur la voix des femmes, et notamment des textes, parce que je crois qu'elle est spécialiste de l'histoire grecque, cette femme, l'autrice. Il y a des textes où elle montre que effectivement les femmes, je crois que c'est dans Aristophane, où on leur dit la même chose. Qu'est-ce que tu brailles qu'est-ce que tu caquettes comme une poule. C'est une des petites vexations que je trouvais important. C'est une petite façon de rendre des comptes aussi. Voilà. J'aimerais beaucoup qu'on termine notre rencontre sur une lecture à haute voix que vous allez nous faire d'un passage de votre roman. Si vous voulez tout savoir, c'est la page 155. Elle m'a beaucoup plu et pour moi c'était une belle conclusion. C'est en cœur, dans ces moments d'unité, de communion, peut-être fugaces mais pleins d'une émotion réelle, c'est là peut-être que se font les révolutions. Toutes les révolutions, celles qui renversent pour toujours l'ordre politique, mais aussi les petites révolutions. Celles qui se font dans nos têtes, dans nos corps et dans nos cœurs, celles qui bouleversent à jamais notre façon de voir le monde, et qui, si nous n'y prêtons pas attention, peuvent nous rendre aigris au fil du temps, parce que cela nous a apporté un espoir si grand que peut-être enfin le monde allait changer vraiment. C'est là, dans ce long cri, cette communion puissante de la foule, que Johanna a décidé qu'elle ne leur en voudrait pas aux hommes, d'être faible et lâche, et de ne pas la voir pour ce qu'elle était, qu'elle a décidé qu'elle faisait partie d'eux, qu'elle était en somme un homme, et qu'elle se débrouillerait des conséquences plus tard, quand tout serait fini. Avez-vous entendu déjà une foule hurler autour de vous à la fin du monde ? Ou bien sans doute juste à la joie de l'oubli de l'humiliation, pendant ces longues minutes où toutes les tensions et les douleurs se libèrent d'un cri ? Puisque j'ai le bruit de fond, je vais en profiter pour remercier la médiathèque La Fontaine de la Canopée de Paris de nous avoir accueillis dans cet espace. C'est l'espace 3C. C'est un espace où on peut vivre et faire du bruit et c'était vraiment très agréable de parler à voix haute entouré de ces livres dont nous avons sacrifié 2 gros volumes pour surélever ce micro. La médiathèque de La Fontaine est ouverte à tous. Vous n'êtes pas obligé d'habiter dans Paris, d'avoir un justificatif de domicile de Paris pour vous abonner à la médiathèque et donc avoir le droit d'emprunter. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de la visiter et d'emprunter, venez la rejoindre. Et en plus, comme vous pouvez le constater, ils sont très très accueillants. Merci à eux.
Une dernière chose, mais merci beaucoup Marie-Fleur Albecker d'être venue à ce micro instable et pourtant efficace, j'espère. On verra au montage. Merci d'avoir répondu aux questions des causeries parce que c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Merci à vous, pardon. C'était également un grand plaisir de vous avoir. Merci. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez en apprendre davantage sur « Et j'abattrai l'arrogance des tyrans » de Marie-Fleur Albecker, paru aux éditions des Forges de Vulcain, rendez-vous sur l'article compagnon de ce podcast qui se trouve sur www.picobooks.com. Je vous encourage à vous exprimer, soit en commentaire, soit par des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. En attendant de pouvoir échanger avec vous, je vous laisse bouquiner. Et moi je retourne lire. Ciao!